Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique pour une émission spéciale aujourd'hui qui durera 52 minutes. Thème du débat, un nouveau gouvernement, oui, mais pourquoi faire ? Pour répondre à cette question, autour de la table, 4 députés, ils représentent les principales forces politiques à l'Assemblée nationale. Alors tout d'abord Annie Genevard, députée de la 5e circonscription du Doubs, des Républicains. Face à elle, Florian Chauche, de la 2e circonscription du territoire de Belfort, de la France insoumise. Éric Alauzet, lui, est député de la 2e circonscription du Doubs, adhérent de Renaissance, le parti présidentiel. Et puis pour terminer, Aymeric Salmon, de la 2e circonscription de Haute-Saône. Et vous, vous êtes du Rassemblement national. N'oubliez pas, pour commenter, réagir à ce débat, vous pouvez donc tweeter sur le hashtag DimpolFC, comme dimanche en politique Franche-Comté. Alors la première question, eh bien, elle est pour vous, Florian Chauche. Mardi soir, 8 700 000 téléspectateurs étaient devant la conférence de presse d'Emmanuel Macron, 8 chaînes de télé, 2h30 de questions-réponses avec les journalistes. Et vous étiez devant votre poste ou pas ? Non, je n'étais pas devant le poste et je n'ai pas entendu l'allocation du président de la République. Voilà, ça ne vous intéressait pas ? J'avais d'autres choses à faire. Annie Genevard, vous avez écouté, regardé ? Alors moi j'ai regardé une partie, donc l'introduction du président de la République et les premières questions, et figurez-vous que je me suis endormie. On n'y verra pas de signe politique. Aymeric Salmon, dites-moi, vous. Alors je n'ai pas regardé, mais bon, j'ai lu les commentaires et regardé quelques extraits qu'on a vus après. Je sais ce qu'a dit Monsieur le Président, mais non, je n'ai pas regardé en direct. Donc vous pourrez nous en parler, oui, quand même tout à l'heure. Et vous, Éric Alauzet, c'était un exercice obligé quand on est membre de la majorité de regarder Emmanuel Macron ? Sauf quand on a une obligation qui est prévue avant, avec l'ambassade de Chine, puisque vous savez que je suis président du groupe d'amitié France-Chine, que je suis allé en Chine en décembre, et j'étais contraint par cette obligation de respecter les personnes qui m'avaient invité, mais bien entendu, j'ai regardé de très près ce qu'avait dit le président de la République. Vous avez une bonne excuse en fait. Donc on va attaquer la première partie de cette émission. Donc Gabriel Attal a pris la succession d'Elisabeth Borne le 9 janvier. Avec ses 34 ans, il est ainsi le plus jeune Premier ministre de la 5e République. Annie Genevard, vous en pensez quoi ? Vous le connaissez bien, vous ? Oui, je le connais bien. Nous avons été députés en même temps. Je l'ai connu dans ses différentes fonctions au cabinet de Marisol Touraine quand il était socialiste. Ensuite, dans ses fonctions ministérielles et puis surtout comme ministre de l'Éducation nationale, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et je dois dire que, et je lui avais dit d'ailleurs, ne pars pas à Matignon, parce que je trouvais qu'il partait bien sur l'Éducation nationale. Les choses... Il ne vous a pas écouté, hein ? Il ne m'a pas écouté. C'est dommage pour l'Éducation nationale. Maintenant, je comprends qu'on ne refuse pas une telle responsabilité. Je pense qu'il y a un gap entre le ministère de l'Éducation nationale et Matignon. Il ne manque pas de talent. Maintenant, on change de gouvernement, mais les difficultés demeurent. Tout à fait, on va y revenir. Mais les enjeux. Florian Chauche, vous en avez pensé quoi quand il a été annoncé que c'était Gabriel Attal qui devenait Premier ministre ? Écoutez, ça ne m'a fait ni chaud ni froid parce que la politique du gouvernement restera la même. Je ne pense pas que Gabriel Attal fasse un revirement politique de la politique menée par Emmanuel Macron. Donc ça va être dans la continuité de ce qui a été fait depuis le début du mandat. Un bon petit soldat qui a eu sa promotion et qui continuera à faire le travail. Aymeric Salmon, ni chaud ni froid, comme votre voisin de table. J'aurais envie de paraphraser Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Oh, c'est beau, oui, c'est beaucoup beau. De bruit pour rien, parce que effectivement, le premier acte de M. Macron, une fois avoir nommé son Premier ministre, c'est de lui-même faire le discours de politique générale mardi soir à la télévision. Donc, comme il avait fait avec Mme Borne, celui qui gouverne, en fait, qui dirige le gouvernement, c'est le président Macron. Et changer le Premier ministre, changer quelques ministres, sauf quand ils font des bêtises, on en parlera plus tard, je pense, ça ne change pas grand-chose. Éric Alauzet, donc Gabriel Attal, 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la 5e République. On dit qu'il est là pour préparer les élections européennes. Il est là que pour ça ?
Il est sans doute là pour les élections européennes. Parce que votre parti est très mal placé. Pour de futures élections nationales dans quelques années. Mais il est avant tout ici, là pour, aux côtés du président de la République, appliquer le programme du président de la République. Je confirme, effectivement, qu'il y aura une continuité dans l'action. Et avec tout le talent qu'on lui connaît, c'est vrai qu'il y a eu un petit effet waouh quand même. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'observateurs pour prédire. Mais c'est un effet de com'. Écoutez, je pense que... Si vous vous félicitez de l'effet waouh, c'est que c'était fait pour ça. Non, parce que je pense qu'il a un gros potentiel. Et que, notamment, je pense qu'il a une qualité première, c'est une capacité à poser des diagnostics sur ce qui ne va pas, extrêmement clairs, à savoir les formuler de façon précise. Et comme on dit en médecine, quand on veut un bon traitement, il faut un bon diagnostic. Et oui, docteur Alauzet. Ce qu'il a fait au ministère de l'Éducation atteste de ses qualités, de cette capacité. Alors là, donc, comme vous le dites, personne n'avait prédit l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, en tout cas pas les gens autour de cette table déjà. On n'avait pas prédit non plus l'arrivée de Rachida Dati. C'est la surprise dans ce nouveau gouvernement. L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy devient ministre de la Culture. Pour vous, Annie Genevard, des Républicains également, comme elle, vous avez vu ça comment ? Une trahison, encore une ? On l'a très mal perçu. Vous savez, il faut écouter ce que disent les intéressés. Pour Emmanuel Macron, il s'agissait de recruter une marque. Et pour Rachida Dati, d'avoir son ticket pour la mairie de Paris. Où est le ministère de la Culture, pour lequel elle a été nommée ? Enfin, je trouve qu'on atteint là, si vous voulez, des rivages politiques qui ne sont pas les miens. Moi, je pense que la politique, ce sont des engagements clairs, de la constance dans les idées, de la fidélité à sa famille politique. Rien de tout ça dans cette affaire, et je le déplore. Et ça vous avez parlé chez les LR d'un débauchage individuel, après d'autres, hein, après Darmanin, Le Maire, etc. Ça ne veut pas dire que c'est un accord de gouvernement. Exactement. Et c'est ça que vous avez insisté là-dessus. Hein. Jamais Emmanuel Macron, parce que quelquefois les Français nous disent « mais pourquoi finalement des gens de droite sont au gouvernement ?» Je répondrai deux choses. D'abord, jamais Emmanuel Macron n'a proposé à la droite un contrat de gouvernement sur une base sur laquelle nous aurions pesé de notre poids pour une politique qui aurait eu notre aval. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron ne procède que par débauchage, mais pour faire sa politique, pas la politique que nous aurions conduite. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous reconnaissons pas dans cette politique de débauchage qui jette de la confusion. Dans 2 ans, Emmanuel Macron ne sera plus... Enfin, on sera dans la toute fin du quinquennat. Et donc, les Français vont chercher une offre politique dans laquelle ils chercheront à se retrouver. Peut-être que c'est la force politique... Et c'est là que la clarté des convictions sera utile, je crois. Moi, je ne veux pas faire de mauvais procès à Mme Genevard, mais je voudrais surtout qu'elle fasse attention à ce qu'elle dise, parce que Mme Dati était quand même très sévère il y a à peine 1 an avec tous ceux qui avaient rejoint Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, vous tenez des propos très sévères vis-à-vis de Mme Dati. Que se passera-t-il si dans 6 mois, suite aux élections européennes, le président se sent dans l'obligation de remanier son gouvernement? J'espère que les propos que vous tenez aujourd'hui ne se retourneront pas contre vous si comme chaque LR à qui on propose finalement de rejoindre le gouvernement, parce que c'est ça aujourd'hui ce que fait, et vous avez raison, c'est pas un accord de gouvernement, mais à chaque fois que le président de la République propose à un élu LR de rejoindre son gouvernement, l'élu en question accepte parce que... Ah bah vous savez pas, il y a peut-être qui ont refusé. Ça, vous ne pouvez pas le dire, vous ne savez pas ceux qui ont refusé. Peut-être qu'Annie Genevard a eu des propositions, parce qu'Aymeric Salmon a l'air de sous-entendre que si on vous le propose, vous y allez. Vous dites quoi? Je le laisse à la responsabilité de cette hypothèse. Autrement, il y en a beaucoup qui ont accepté, en tout cas. Il y en a beaucoup. Florian Chauche, vous, la nomination de Rachida Dati, comme ni chaud ni froid? De toute façon, on voit bien que... Il y a une droitisation de la politique d'Emmanuel Macron. 8 ministres sur 14 sont issus des rangs LR ou UMP. On voit bien aussi, par exemple, Gabriel Attal, qui est rentré en politique pour soutenir Ségolène Royal, qui est passé par l'école alsacienne, Sciences Po, puis les ministères, et qui au final se retrouve dans un gouvernement avec des ministres issus de la droite. On voit bien que c'est un gouvernement d'invertébrés politiques où les convictions sont secondaires.
Dès qu'on est appelé pour occuper des responsabilités, on y va. Donc on voit bien que ce gouvernement appliquera une politique de droite comme il l'a fait depuis 2017. Ça va dans la continuité. Alors là, je me tourne vers l'aile gauche de la Macronie. Éric Alauzet, je rappelle que vous êtes un ancien écologiste, que vous arrivez de la gauche. Toujours écologiste. Voilà. Est-ce que quand vous avez vu arriver Rachida Dati, vous avez tordu le nez? Et est-ce que vous avez mangé votre chapeau? L'histoire montre qu'il y a beaucoup de différences entre Rachida Dati, le parti auquel elle appartenait, et là d'où je viens. Sauf que, depuis quelques années, avec aussi l'épuisement des forces traditionnelles, du Parti socialiste à gauche et des LR à droite, l'émergence des extrême droite, France insoumise, nous sommes dans une autre configuration et chacun fait mine de l'oublier. Le problème, c'est pas tant entre la droite qui a gouverné et la gauche qui a gouverné, où il n'y a parfois pas tant de différence qu'on veut bien le dire. Des mises en scène, oui, mais pas tant de différence que ça. Eh bien là, nous étions amenés au dépassement et c'est ça le signal de cette nomination de Rachida Dati. Ne faisons pas mine de découvrir qu'il y a des ministres issus de la droite dans ce gouvernement. Il y a même aussi Catherine Vautrin, c'est le cas contre le mariage pour tous, contre l'IVG, et qui devient ministre de la Santé et du Travail. Qu'elle est passée à côté de l'histoire sur l'IVG. Oui. Et je pense qu'elle ne passera pas à côté de l'histoire sur la fin de vie, cette fois-ci. Oui. Voilà, c'est ma conviction, en tout cas. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui dans une séquence de dépassement où nous sommes non plus droite contre gauche, mais populistes, nationalistes, contre européens et progressistes. C'est ça la donnée d'aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas le voir, c'est leur affaire, mais c'est ça le sujet aujourd'hui. Alors, Emmanuel Macron a réuni tous les députés de la Macronie en début de semaine. Il vous a fait quoi, une séance de câlinothérapie? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous savez, le président nous réunit 1 ou 2 fois par an, pas très souvent, après les moments un peu solennels, un peu importants. C'était le cas. Il y avait effectivement besoin de se retrouver et de confirmer que nous sommes sur les mêmes logiques, sur les mêmes enjeux que ceux de 2017, protéger les Français, libérer les initiatives, unir le pays, qui a malheureusement tendance à se désunir, comme le monde entier d'ailleurs. Les enjeux sont les mêmes. La priorité, par exemple, donnée au travail, qui est le fil rouge de toutes les politiques, du travail et de l'emploi, pour que chacun ait un revenu, une dignité, ça reste exactement la même chose. Et donc c'était pas de la câlinothérapie. Ça ne change rien. Bon, on a besoin de se retrouver de temps en temps à l'Élysée. Ça a été le cas lundi soir. Et vous avez l'impression de vous être fait avoir quand Rachida Dati a annoncé dès le lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron qu'elle partait à la mairie de Paris? Je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup, hors les Parisiens, sans doute, qui sont très intéressés. Moi, ça m'intéresse de savoir... Ça vous intéresse, oui. Non, mais je ne pense pas que ce soit au cœur des préoccupations des Français. Voilà. C'est pas forcément ce dont on avait envie d'entendre parler au lendemain de la nomination. On sait au moins pourquoi elle a rejoint le gouvernement. Oui, on le sait. Chacun fait ses interprétations. Bon. Et puis, aussitôt le nouveau gouvernement nommé, patatras. La première gaffe, c'est celle d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l'Éducation nationale, des Sports, etc., etc. Elle déclare qu'elle a scolarisé ses enfants dans un établissement privé à cause, je cite, de paquets d'heures non remplacés à l'école publique. Florian Chauche, vous en pensez quoi de cette déclaration de la ministre toute fraîchement nommée? Alors déjà que c'est un mensonge. Car les professeurs l'ont bien dit que les professeurs absents étaient remplacés. Et donc, elle a essayé de trouver une excuse pour justifier la scolarisation de ses enfants dans le privé. Et c'est un début d'entrée fracassante pour la nouvelle ministre de l'Éducation de se mettre déjà le corps enseignant à dos avant la rentrée. Donc, on voit bien que cette ministre, nous, on a demandé qu'elle n'avait déjà plus rien à faire en tant que ministre. Dans les rangs de LFI, vous avez demandé sa démission. Exactement. On ne peut pas commencer comme ça à occuper un ministère en étant méprisant envers le corps enseignant comme elle l'a été, surtout que le corps enseignant fait avec les moyens qu'on lui donne. Et tout député qu'on est, on a rendez-vous chaque année avec la DAZEN pour évaluer les suppressions. C'est l'ancien inspecteur d'académie. Exactement. Au niveau de chacun des départements. Pour discuter des suppressions de postes qu'il va y avoir dans les différentes écoles de nos circonscriptions. Donc on voit bien qu'il n'y aura pas de moyens supplémentaires donnés à l'éducation. Le regard sur cette gaffe de la nouvelle ministre? Avant même cette gaffe, moi je tiens d'abord à rappeler que Gabriel Attal avait été nommé ministre de l'Éducation nationale et commencé à faire des annonces, mais sans mettre en œuvre les annonces qu'il avait faites. Il a dit que le ministère de l'Éducation nationale serait un sujet prioritaire. Et vous avez même arrêté en cours de route.
citer l'intégralité de l'intitulé du ministère prend à peu près 5 minutes, parce que c'est ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. C'est très long, c'est un beaucoup trop gros ministère. Déjà là, il y avait une anomalie. En plus, donc, Madame Oudéa Castéra a été nommée. Elle a tout à fait le droit, moi je reviens là-dessus, elle a tout à fait le droit de mettre ses enfants dans l'école qu'elle souhaite. Nous sommes, nous, Rassemblement national, pour la liberté d'enseignement et chacun est libre. Par contre, la justification qu'elle a fait auprès d'un journaliste de Mediapart quand elle a été interrogée, juste à côté du Premier ministre, qui visiblement n'appréciait pas tellement la situation. On l'a vu sur son rictus, qui trouvait ça assez désagréable. Et après, effectivement, les mensonges qu'elle a continué. Mais vous voulez sa démission ou pas ? C'est au Premier ministre de juger, c'est au Président de la République qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre de décider ce qui doit être fait. En tout cas, elle a l'air très, très embarrassée par la situation elle-même. Et je ne sais pas si elle aura les moyens d'appliquer une quelconque politique. Annie Genevard, vous, en tant qu'ancienne prof déjà, vous réagissez comment ? Quel ratage dans ce début de responsabilité, dans un domaine qui est absolument majeur, celui de l'éducation nationale. Notre école est à la peine, en grande difficulté. Les évaluations internationales montrent qu'on n'est pas bon en France, il faut le dire. Et on a besoin, pour incarner des politiques publiques en matière d'éducation, de ministres puissants et professionnels. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle n'est pas politique, elle n'a pas de poids politique, elle ne connaît pas le monde de l'éducation, si ce n'est par l'expérience personnelle qu'elle ne cesse de mettre en avant. Ça non plus, c'est pas très professionnel. On a tous nos histoires, notre vécu familial, personnel, mais c'est pas le sujet. Le sujet, elle est ministre du service public, du service de l'éducation, qu'il s'agisse du privé ou du public. Du privé sous contrat ou du public. Mais vous voulez sa démission ou pas, vous ? Moi, je ne suis pas une va-t-en-guerre à demander la démission. Je pense que ça va être très difficile pour elle. Objectivement, ça va être de remonter le courant. De remonter le courant, parce qu'on l'a bien vu avec Jean-Michel Blanquer, avec Gabriel Attal, très populaire au début. Je vous rappelle dans quel état a terminé Jean-Michel Blanquer, qui était pour... Mais il est resté longtemps quand même. Il est resté longtemps. Et c'était un pro de l'éducation. Très pro, mais... C'est un des ministères les plus difficiles, les plus exposés politiquement. Il faut donc des gens qui soient habiles. Et j'ai en mémoire la phrase d'Emmanuel Macron « Soyez fiers d'être des amateurs ». Je pense qu'avec cette pauvre ministre de l'Éducation nationale, il en a, hélas, la triste démonstration. Et ce sera vraiment compliqué pour elle de remonter la pente. Je ne le souhaite pas. Pour l'école, je ne le souhaite pas. Allez, on va donner la parole à la défense, si vous permettez cette expression. Éric Alauzet, vous voyez ça comment, vous ? Vous vous êtes mordu les doigts aussi quand vous l'avez entendu ? Elle m'a donné l'impression de vouloir être sincère, d'expliquer ce que des parents, un papa et une maman, à un moment donné, ont ressenti dans une école, avec 15 ans de recul. Oui. Ça date de 15 ans, cette affaire-là. Donc, 2009, une mémoire sont un petit peu estompée, une impression dont elle a convenu, puisqu'elle a rencontré les enseignants, qu'elle ne correspondait pas à la réalité. Elle s'en est excusée. Je pense que ça demande beaucoup d'humilité et de courage, quand on est ministre, de faire ce constat d'une erreur et s'en excuser. Maintenant, moi j'entends des propos, et j'ai entendu l'autre jour la responsable de la CGT dire des choses totalement aberrantes. Que l'école privée c'était la religion, que l'école privée c'était le séparatisme, le tri des enfants. Mais tout ça est totalement faux. Ça montre une méconnaissance complète. On a quand même 17% des enfants français et des familles qui font appel à l'école privée. Bon, moi je suis un partisan de l'école publique, mais nous sommes tous allés dans l'école publique, mais pour autant, je trouve cette stigmatisation de l'école privée totalement dépassée. Voilà, et donc, ne pas oublier que c'est la ministre de l'Éducation publique et privée. Et on l'attend sur ce terrain-là, et c'est une femme... Le côté un peu apitoyé sur son début, je trouve ratage, etc. Quand on sait le travail qu'elle a fait à la tête du ministère des Sports, comment elle a remis de l'ordre dans les fédérations du foot et du rugby, qui sont des milieux très, machistes, disons-le. Le courage qu'elle a eu pour le faire, et tout le monde le reconnaît, c'est une femme qui a de la poigne et qui saura faire le travail. Florian Chauche, vous vouliez intervenir ? Avant d'être ministre, elle était présidente de la fédération de rugby. Non, pas de rugby, de tennis. De tennis, pardon. Et elle se plaignait lors d'une audition à l'Assemblée nationale de ne pas être rémunérée avec 500 000 euros par an, soit 41 000 euros par mois. Donc on voit bien déjà que c'est un peu une femme qui est un petit peu déconnectée des réalités des Français, et notamment de l'éducation nationale, avec les propos qu'elle a tenus.
Alors c'est sûr, elle a travaillé avant, elle gagnait 1,5 million d'euros chez Carrefour. Il ne faut pas se moquer des riches, monsieur Chauche. On ne sait pas comment on va finir, vous savez. Un petit peu de qui est composé le gouvernement. De gens qui ont beaucoup d'argent et qui travaillent pour les plus riches de ce pays. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette émission, à savoir l'intervention d'Emmanuel Macron mardi soir devant plus d'1 million de personnes, de Français. Donc, on a vu que vous avez été peu à les regarder, moins jusqu'au bout, puisque vous avez dit que vous étiez endormi. Je voudrais vous redonner la parole, Éric Alauzet. On a dit que ce gouvernement 2024 de Gabriel Attal était à droite. Là, le discours aussi est franchement à droite, puisque Emmanuel Macron parle de l'éducation en voulant réinstaurer la Marseillaise au primaire, l'uniforme, l'instruction civique renforcée. Il parle de réarmement démographique avec les congés de naissance, la lutte contre l'infertilité. Et puis à Davos, ce mercredi, il a aussi dit qu'il fallait durcir les règles de l'assurance chômage. Vous avez encore avalé des couleuvres ce jour-là ? Je ne sais pas si développer la culture dans les établissements scolaires, c'est de droite. Si avoir de l'instruction civique et morale, c'est de droite. Je crois que le drame dans notre pays, c'est que malheureusement un certain nombre de sujets que la gauche a abandonnés. Et ce n'est pas ce gouvernement qui est à droite, c'est le pays qui intime ses responsables politiques de traiter un certain nombre de problèmes que la gauche a complètement désertés pour se consacrer à des questions sociétales principalement, a oublié de traiter les questions du travail, de la laïcité, de l'immigration, tous ces sujets-là. Et en fait, il y a un décalage énorme entre la représentation politique et le cœur profond de notre société. Donc, nous sommes contraints de rééquilibrer les choses, de remettre la société là où elle doit être, la politique là où est la société. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Annie Genevard, les LR en ont rêvé, Macron l'a fait. Alors, il y a un certain nombre de mesures auxquelles on peut souscrire, que nous avons parfois souvent réclamées. La Marseillaise, l'éducation civique et morale, bien sûr, tout ça. Les droits restrictifs pour les chômeurs qui n'acceptent pas des postes Nous avons en France plus de 5 millions de demandeurs d'emploi, dont 3 millions de personnes au chômage en catégorie A, et des centaines de milliers d'emplois non pourvus. Il ne faut pas être grand clair pour ne pas s'interroger sur les solutions à mettre en œuvre dans le traitement du chômage. Vous avez des passerelles avec la majorité présidentielle. Mais comme toujours avec Emmanuel Macron, il y a les mots qui sont souvent justes, les diagnostics que tout le monde fait, donc ce ne sont pas des éléments de surprise. Mais il faut mettre en œuvre des politiques. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous avons un pays qui est fracturé, où l'insécurité a progressé, où la cohésion sociale est un souvenir, où le taux d'imposition nous place dans les champions du monde, où l'endettement du pays est considérable. Donc il y a des alarmes qui se sont allumées à peu près sur tous les sujets. Donc là, le commentaire que j'ai envie de faire, c'est que poser des mots, c'est une chose, poser des actes et amener les bonnes solutions aux problèmes réels que connaît notre pays, ça, c'est une autre affaire. Alors, bien que vous n'ayez pas écouté Emmanuel Macron, vous savez ce qu'il a dit, donc on vient d'en parler. Est-ce qu'il y a des secteurs, des idées, des propositions qui reçovent votre agrément à vous, au Rassemblement national ? J'ai envie de dire que de temps perdu. Je crois que M. Macron est président depuis 7 ans. Il est temps, enfin, de faire des constats pour l'avenir du pays. Les idées que je pourrais retenir, c'est quand il reprend les idées du Rassemblement national. Encore une fois, que de temps perdu. Il y a 1 an, lors de la niche parlementaire, vous savez, c'est le jour où un groupe politique peut déposer les textes qu'il souhaite. Nous avions déposé un texte pour la réinstauration d'une tenue uniforme à l'école. La majorité a voté contre. Le groupe LR, je leur donne un demi-bon point. Ils avaient dit qu'ils voteraient pour, mais ils n'étaient pas présents. Vous donnez des bons points comme ça. Oui, parce que vous aviez dit que vous voteriez pour, mais vous n'étiez pas présent dans l'hémicycle. Donc il y a eu, je crois, 1 ou 2 députés LR à voter pour. Donc vous vous réjouissez. Sur ce sujet-là, merci, Monsieur le Président, de reprendre une l'uniforme proposée. L'uniforme. Oui, sur la tenue uniforme. Voilà. Il faut être bien précis, c'est pas un uniforme, c'est une tenue uniforme. Ça fait des années que nous déposons des textes dans le... Et la Marseillaise au primaire, ça vous parle. Mais c'est très bien. Ça existe déjà. C'est très bien, mais que de temps perdu. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire ces propositions ? Et
on voit bien également enfin, on attend de voir les textes, en tout cas, pour voir s'il y aura concrètement dedans. Moi, je suis un peu comme saint Thomas en politique. Je préfère voir pour croire. Florian Chauche, la tenue, ça ne fera que masquer, essayer de gommer les inégalités qu'il peut y avoir entre les élèves. À un moment... Elle est utilisée dans certains dom-toms aujourd'hui. Ce n'est pas une raison. Non, mais c'est bien, gommer les inégalités sociales, ça vous paraît bien? Mais il faut les gommer à la base. Je veux dire, à un moment, il faut mettre le repas étudiant à 1 €. Le Rassemblement national et la majorité a voté contre. Il faut augmenter les salaires pour que les gens puissent bien vivre de leur travail. Il faut augmenter les retraites pour que les retraités puissent vivre. Oui, mais là, on parle de l'uniforme à l'école. Mais l'uniforme à l'école, ce n'est que pour gommer les inégalités. Et puis, après, ça sera quoi, les baskets? Les enfants feront la différence sur leur paire de baskets en disant toi, t'as des belles paires, toi, t'as une mauvaise paire. Mais je veux dire, ça ne sert à rien. Et puis, la Marseillaise à l'école. Ça existe déjà. Comme la remise de diplôme des brevets, ça existe déjà. Ce sont des écrans de fumée annoncés par la part du président. Et concernant le Code du travail, Emmanuel Macron a rallongé de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Il continue sa casse du Code du travail. Les Français devront être bientôt dans l'obligation d'accepter n'importe quel travail à n'importe quelle rémunération. Alors là, vous dites ça pourquoi exactement? Vous pouvez expliciter? Par exemple, il va réduire la durée d'indemnisation des chômeurs seniors. Donc ils vont avoir leur durée d'indemnisation réduite. On sait très bien que quand on arrive à partir de 50, 55 ans, c'est très difficile de trouver un emploi. Donc on va faire quoi? On va mettre encore des gens plus dans la précarité qu'ils ne sont à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire, le gouvernement continue sa pression sur les plus pauvres de ce pays et fait des cadeaux aux plus riches. Et vous n'avez rien entendu dans ce qu'il a dit mardi soir qui trouvait grâce à vos yeux? Non, parce que les problèmes que rencontrent les Français au quotidien ne sont pas traités. L'inflation, bloquer les prix de l'énergie, augmenter les salaires, ça c'est des problèmes qui concernent les Français. Le vêtement à l'école, je pense que les Français, si vous leur posez la question, c'est vraiment pas une de leurs priorités. Vous voulez répondre, Éric Alauzet? Oui, ça me gêne toujours cette représentation des propositions de droite et de gauche. Est-ce que, quand on remarque qu'il y a un système de chômage extrêmement généreux, qui d'ailleurs reste quasiment le plus généreux d'Europe, est-ce que les Français, est-ce que vous trouvez normal que des personnes, alors on va dire c'est de bonne guerre, mais utilisent le système avec ce qu'on appelle la permittance? Vous travaillez quelques mois, 3-4 mois, et ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir une meilleure rémunération, d'avoir des CDD, etc. Et puis ensuite, volontairement, vous mettez au chômage. C'est la collectivité qui paye. C'est nous tous qui payons. Et je crois qu'il faut appeler chacun à la responsabilité. Alors s'il y a des gens qui ne sont pas en capacité de travailler, plutôt que de leur dire « on vous donne le RSA, débrouillez-vous », ça c'était plutôt l'attitude de la gauche. Ou à droite « on vous donne le RSA, donc vous devez faire 7 heures de travail en plus ». Eh bien nous on dit différemment. C'est ni droite ni gauche. Ou est droite et gauche, on dit on ne vous abandonne pas, on va vous aider, on va vous former, vous réhabituer à la vie. En fait, vous visez ceux que vous considérez comme étant des profiteurs du système. Non, j'aime pas utiliser. Moi, j'essaie de simplifier aussi. Non, il faut redonner la chance à chacun, mais il faut que chacun soit responsable. C'est les deux. La société, elle est là pour aider les gens, mais il faut aussi que les gens s'aident eux-mêmes. Voilà. Et donc, c'est ça c'est ni l'excès. On vous aide, quoi que vous fassiez, ou on ne vous aide pas, ou on vous donne, on exige du travail vis-à-vis de votre... Est-ce que vous partagez cette vision-là, du travail et du chômage? Je voudrais rappeler à M. Alauzet que la contrepartie exigée au RSA, nous l'avons proposée et vous l'avez votée. C'est le Rassemblement national qui ne l'a pas votée. On lui demandera à monsieur Salmon après. Je referme la parenthèse. Moi, je voudrais prendre un exemple dans les propositions faites par le président de la République, celui de la natalité. On a une chute démographique absolument considérable dans notre pays, c'est très grave. C'est vraiment l'avenir du Moins pays. de 700 000 bébés. C'est vraiment l'avenir du pays qui est en jeu. Le président de la République en prend acte, dit on va mettre en place un congé parental plus court, mieux rémunéré. Personnellement, je suis assez d'accord avec cette proposition. Mais ce qu'oublie de dire le président de la République, c'est que sous son premier quinquennat, comme sous le quinquennat de François Hollande, on a raboté toute la politique familiale. On a supprimé des aides, on les a diminuées, on a mis fin à l'universalité des allocations familiales, on a détruit ce qui faisait le trésor de la France, sa politique démographique. Mais vous croyez qu'il y a des couples et des femmes qui font des enfants parce qu'il y a des aides? Mais toutes les études montrent que... il faut des politiques incitatives pour une natalité dynamique. Et la France faisait figure d'exception en Europe.
On a tué cela. On était très bien. Mais est-ce que tué cela, et maintenant le président de la République le déplore. Vous savez, ceux qui déplorent les effets tout en ayant encouragé les causes, eh bien voilà le résultat devant lequel nous sommes aujourd'hui, d'une politique, d'une natalité qui s'effondre et qui est un drame pour le pays. Aymeric Salmon, vous vouliez intervenir. Oui, vous demandiez à Mme Genevard si des femmes font des enfants parce qu'il y a des aides. Non, bien sûr, mais l'inverse est vrai par contre. C'est-à-dire que des femmes se restreignent dans leur envie d'enfant parce qu'elles ne vont pas avoir les moyens financiers. Je me rappelle plus de l'Institut de sondage, donc mais j'ai lu un sondage qui indiquait donc le taux, on le connaît, de fécondité d'enfants par femme, c'est 1,7 voilà, oui. Ou 1,68 je crois, mais le taux de désir d'enfant est autour de 2,4, donc au-dessus de ce qui serait nécessaire pour renouveler les générations. Et donc c'est. Non, mais là vous allez rejoindre Florian Chauche qui va dire. Le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte que les femmes qui veulent des enfants, qui ont des désirs d'enfants, puissent accueillir l'enfant. Mais c'est une histoire de pouvoir d'achat alors à ce moment-là. Exactement, mais tout à fait, c'est une histoire et d'aide à l'accueil de l'enfant. Florian Chauche, je voulais intervenir. Rebondir sur ce qu'a dit M. Alauzet par rapport aux gens qui profiteraient un petit peu du système. On reviendra après sur la natalité avec vous, Éric Alauzet. J'aimerais quand même dire qu'entre 2020 et 2023, la fortune des milliardaires a augmenté de 63%, plus 230 milliards d'euros, alors que le pouvoir d'achat des Français a baissé de 1 320 € par an. Il est là aussi le problème. Les gens n'ont plus confiance en l'avenir entre ce qui se passe avec le risque climatique, d'ailleurs dont votre gouvernement a été condamné plusieurs fois pour inaction, entre la guerre en Ukraine, entre les perspectives de chômage. Enfin, je veux dire, l'avenir n'est pas rose pour les personnes. Donc vous pensez que c'est ça qui rebute les parents potentiels ? Quand on est jeune à l'heure actuelle, je veux dire, la société n'est pas toute rose. Ça ne fait pas rêver, quoi. Ça ne fait pas rêver. Et autre point que j'aimerais quand même relever, c'est que Emmanuel Macron a annoncé de lutter contre l'infertilité. Mais à côté de ça, c'est quand même lui qui prolonge l'utilisation du glyphosate. C'est quand même cocasse quand on sait que des produits chimiques comme ça ont des conséquences sur la fertilité, sur la santé des Français. Alors je veux bien qu'on lutte contre l'infertilité, mais il faudrait peut-être aussi arrêter tous ces produits toxiques que les Français ingèrent au quotidien. Éric Alauzet, sur déjà les problèmes de natalité, quel est le regard que vous portez sur moi, cette je suis d'accord avec le fait qu'il y a un petit décalage entre le désir d'enfant et... Un gros décalage. Non, c'est pas un gros décalage. Et la concrétisation. Non, il y a un décalage. Mais je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Dans tous les pays au monde, la natalité s'effondre. La Chine, à un moment donné, c'était de façon très autoritaire. On avait dit plus qu'un enfant parce qu'il y avait trop de monde. La Chine a relâché les vannes. Les Chinois ne font pas plus d'enfants qu'avant. Au Japon, c'est la catastrophe. Un peu partout. Dès que les pays atteignent un niveau de civilisation et une protection sociale élevée, parce qu'on se dit, c'était pas comme il y a 50 ans, il fallait faire des enfants pour assurer sa retraite, dès que la protection sociale est élevée, les gens font beaucoup moins d'enfants. S'ajoute à ça, et là je partage effectivement, une inquiétude sur le futur. Dans quel monde nos enfants vont-ils vivre ? Quel sera l'état de l'environnement ? Moi je suis choqué et même un peu inquiet de voir tant de jeunes annoncer qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants parce que le climat... Parce que la planète ne va pas bien. Si vous voulez, alors, qu'ils aient cette conscience-là, c'est bien. Mais au point de cette noirceur et de ce pessimisme profond, je trouve que c'est parfois un peu exagéré. Voilà, faut redonner aussi un petit peu de légèreté quand même. Des fois, c'est un peu la faute des écolos. Vous revendiquez toujours écolo. Vous avez raison. Quand on écoute... Voilà, donc, il y a beaucoup d'autres raisons. Et croire qu'avec des incitations financières, on va amener les gens à faire beaucoup plus d'enfants, mais c'est un leurre absolu. On fera un peu mieux. Je veux bien concéder qu'on fera un peu mieux, Annie, mais il ne faut pas raconter... C'est un contresens total. Mais non, mais il ne faut pas raconter des histoires aux gens. C'est une évolution mondiale. Mais il faut écouter les jeunes femmes aujourd'hui, les jeunes mères. Mondiale. Non, mais est-ce que vous ne croyez pas, Annie Genevard, outre des prestations sociales, certaines ne font pas d'enfants parce qu'elles veulent travailler et qu'il n'y a pas forcément de mode de garde. Faire plus de crèches, plus de nounous, etc. Ça paraît peut-être plus... Les femmes aujourd'hui veulent travailler, veulent leur indépendance et c'est très bien. Mais elles veulent aussi que le monde du travail s'adapte à elles. S'adapte aux mères et aux pères d'ailleurs. Les pères aussi ont envie de s'occuper de leurs enfants. Donc je crois qu'il y a une conversion nécessaire de l'ensemble de la société. Les femmes veulent à la fois des enfants et travailler. Elles veulent un équilibre de vie, les pères aussi. Et donc c'est à ça que nous devons travailler. Et M. Alauzet se trompe quand il dit que les politiques publiques en faveur de la natalité sont indifférentes au taux de natalité. Il faut être un peu plus précise. C'est faux. Un peu plus précise.
on le sait bien. Vous faites un congé maternité attractif, c'est un élément qui peut conduire... Vous vouliez dire un mot supplémentaire ? Non, parce que je voudrais juste rappeler ce que j'ai dit, l'étude qui... Enfin, entre la réalité et le désir. Enfin, quand on parle du désir, justement, vous ne pouvez pas dire mais les femmes ne veulent plus d'enfants. Au contraire, elles disent qu'elles veulent qu'on les interroge. Elles veulent avoir des enfants. Et elles ne le font pas parce qu'il y a des raisons économiques. C'est multifactoriel, on va dire ça comme ça. Quand on dit oui, il y a des femmes qui ne veulent plus d'enfants. Celles-là, quand on leur pose la question, elles disent « je veux plus d'enfants ». Donc quand on a une moyenne à 2,4, c'est qu'il y a des femmes qui en veulent plus probablement également. 2,4, je précise, donc de désir d'enfant, voilà. Alors qu'on est à 1,6, 1,7. Voilà. Je voudrais qu'on parle maintenant dans cette dernière partie d'émission des prochains rendez-vous qui attendent la vie politique française. Par exemple, le nouveau gouvernement devrait être enrichi avec d'autres nominations. Par exemple, actuellement, il n'y a ni ministre du Logement, ni ministre des Transports. Éric Alauzet, dans la formation du nouveau gouvernement, vos partenaires comme Horizon et Modem ne sont pas contents du tout. François Bayrou l'a fait savoir d'ailleurs. Il n'y a plus qu'un seul ministre Modem et qu'un seul Horizon. Donc, respectivement, Marc Fesneau à l'agriculture et Christophe Béchu à la transition énergétique et à la cohésion des territoires. Est-ce que là, dans ce qui va arriver dans les prochains jours, notamment pour les secrétaires d'État, est-ce que vous allez avoir plus d'Horizon, de Modem, plus de la jambe gauche, plus peut-être quelques débauchages LR ? Je vais volontiers répondre à votre question. Je ne pense pas que ce soit ce qui passionne les Français. J'ai posé précisément la question à Marc Fesneau lundi soir, quand le président de la République nous a réunis. Je dis Marc, à mon souvenir, dans la précédente composition, si on prend les 15 ministres principaux, tu peux me dire combien il y avait de ministres Modem ? 1, m'a-t-il répondu. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de changement. La sortie de François Bayrou est un peu décalée par rapport à la réalité. Il n'a pas aimé Gabriel Attal à Matignon non plus. Oui, mais bon, c'est un petit jeu qui n'est pas très intéressant, de savoir comment chacun va grappiller un peu de terrain sur son ami. Franchement, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas à la hauteur. Et en plus, ça ne correspond pas à une réalité. Il se trouve qu'il y a aussi moins de ministres Renaissance. Voilà, donc, parce que quand on fait le dépassement... Il y a plus de LR. On ouvre à d'autres personnes, et forcément, ça fait moins de place pour ceux qui sont les premiers à avoir habité la maison. Je vous ai vu réagir quand je parlais d'autres débauchages chez les Républicains. Parce que je crois que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ah, mais vous savez, on a vu Rachida Dati, personne ne l'avait vu arriver. D'ailleurs, comme l'a dit Éric Ciotti, le président des Républicains, ce gouvernement commence sous le signe de l'insincérité, puisque Gabriel Attal avait dit à Éric Ciotti « Nous ne ferons pas de débauchage ». Bon. L'histoire a penché. Moi, je pense que le gouvernement actuel, dans sa formation réduite, c'est un outil de communication qui est là pour dire, voyez, une équipe resserrée, un pack soudé, à la tâche, très dynamique. Et c'est pour des raisons de communication que le gouvernement n'est pas encore complété. Mais au fond, ça n'est pas le plus grave. Le plus ennuyeux dans cette affaire, c'est qu'il n'y a personne au logement. Il n'y a personne au transport, c'est ce que vous avez dit. Il n'y a personne à la famille. Donc il y a quand même des gros blocs là qui manquent et qui donnent des signaux politiques qui ne sont vraiment pas encourageants sur des politiques qui sont fondamentales. Je prends l'exemple du logement. On sait que c'est une préoccupation majeure de nos concitoyens qui peinent à se loger, qui peinent à acquérir un logement aussi parce que l'accès au crédit est difficile. Ça manque. Le diagnostic de performance énergétique va mettre en dehors du marché locatif des centaines de milliers de logements. Enfin, la situation, tous les professionnels du logement vous disent que la situation est extrêmement grave. Le fait qu'il n'y ait pas de ministre du logement, c'est vraiment un très mauvais signal. On répète, il n'y a pas d'accord de gouvernement avec LR, même s'il y a beaucoup d'anciens LR dans ce gouvernement. Ça veut dire qu'il va y avoir encore des 49-3. Vous n'allez pas trop leur tendre la main. La situation politique n'a pas changé. La majorité est relative. Gabriel Attal, si jeune soit-il, et je souhaite pour la France qu'il réussisse, parce que c'est ça qu'il faut souhaiter pour notre pays. Mais il a exactement la même configuration politique qu'Elisabeth Borne, une majorité relative. Et c'est pas hasard si les Républicains sont la clé. On l'a bien vu sur le texte immigration.
nous avons pu faire passer notre texte parce que sans nous, aucun texte ne passe. Ah bah tu dis ça avec un air gourmand. Bah non, mais parce que franchement, comme si tu souhaitais, non, parce que je pense que vous n'auriez jamais fait certaines propositions si vous aviez été au pouvoir. Jamais vous n'auriez osé aller. Tu n'étais pas dans les négociations avec Elisabeth Borne, j'y étais. Elle a validé absolument tout ce que nous avons imposé. Oui, mais forcément. Donc je vais me tourner vers les véritables oppositions. Vous êtes d'accord avec le vocabulaire? Florian Chauche, pour votre groupe LFI, je ne parle même plus de NUPES parce que ça n'existe plus, mais pour votre groupe LFI, c'est pareil qu'avant? Vous allez être l'opposition systématique? On n'est pas dans l'opposition systématique, on est dans une opposition d'idées, effectivement, de politique. J'ai pas vu une opposition constructive, si vous voulez. Ah ben si, parce qu'on fait énormément de propositions. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas votées. Mais vous votez jamais avec la majorité présidentielle. Il nous arrive de voter des fois avec la majorité présidentielle. Mais c'est vrai que contrairement au LR, qui se dit dans l'opposition et qui est le groupe de l'opposition qui vote le plus avec la majorité présidentielle. Donc on voit bien qu'effectivement, nous, on a de réelles différences. Et je ne pense pas que vous verrez un jour un ministre issu des rangs de la France Insoumise sous le gouvernement Macron. Ça m'étonnerait. Vous savez, il ne faut jamais dire jamais. Aymeric Salmon, toujours le même type d'opposition? Vous comptez les coups, beaucoup. Alors non, mais nous, on a toujours eu la même ligne de conduite, c'est-à-dire que nous étudions chaque texte, nous étudions chaque amendement, et si nous, on considère qu'il est bon pour la France, on le vote d'où qu'il vienne. Ça nous arrive de voter des textes de la France Insoumise. Souvent même. Et d'ailleurs, les seuls textes de la France Insoumise qui passent, c'est parce qu'on les a votés. Voilà, mais... Donc c'est une opposition donc véritable, mais c'est une collusion. On vote aussi les textes LR. On vote aussi entre la droite et la gauche, c'est un peu plus compliqué. On vote des textes LR et on vote des textes de la majorité. Nous, on vote quand nous considérons que c'est bon pour les Français. Et c'est ça le message qu'on souhaite passer. C'est le devoir de tout député, ça. Oui, pas propre mais parfois on nous le reproche national. alors que c'est notre ligne. Alors, Gabriel Attal fera son discours de politique générale devant vous, devant l'Assemblée nationale le 30 janvier prochain, sans vote de confiance. Vous en pensez quoi, vous? Qu'il ne fasse pas de vote de confiance? Vous en attendez quoi aussi de ce discours? Un discours de politique générale le 30 janvier, alors qu'il a été nommé le 9 janvier. Le 9 janvier. Hein il y a quand même un délai de décence, dirons-nous, entre l'intervention de Macron mardi et puis... parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais dans mon introduction. Le président Macron a déjà fait le discours de politique générale, donc il faut faire mouliner un peu tout ça, et comme ça, Gabriel Attal fera son discours. Bon, sur le vote de confiance, il ne peut pas le demander, il n'y a pas de majorité absolue. Donc, c'est les institutions qui font qu'il ne peut pas demander de vote de confiance, il ne l'aurait pas. Donc, vous en attendez quoi de ce discours de politique générale, Florian Chauche? Rien. On n'en attend rien, mais je pense que c'est une majorité, comme une majorité de Français, on n'en attend rien du tout. On sait très bien que ça sera la même chose. On change les joueurs, mais c'est la même équipe, quoi. Je veux dire, la politique d'Emmanuel Macron, elle n'a pas changé depuis 2017. Donc, Annie Genevard, vous en attendez quoi, vous? Je pense que l'exercice est toujours compliqué pour un Premier ministre. C'est un espèce de grand oral, quand même. C'est assez solennel. C'est un grand oral, et on sait les députés peu indulgents à l'égard des orateurs dans cet exercice. Ce que je voudrais dire, c'est que le choix de Gabriel Attal, c'est le choix d'un effet waouh, comme disait mon voisin. Ça ne fait pas non plus une politique. Donc, on va écouter attentivement ce que va dire le Premier ministre. C'est vrai que son équipe ministérielle est peu ou prou la même. En tout cas, pour des ministères importants, il a gardé les mêmes. Le président de la République semble vouloir donner une impulsion à la deuxième partie de son quinquennat. Moi, si vous voulez, depuis un certain temps, nous considérons, républicains, que seuls les actes valent. Et que, on va faire réagir Éric Alauzet, vous, en tant que membre de cette majorité, qui n'est pas vraiment majoritaire à l'Assemblée nationale, vous en attendez quoi? Déjà, qu'ils prennent un peu le temps. On sait pourquoi il prend le temps, notamment parce qu'ils veulent consulter le plus largement possible, notamment les partenaires sociaux. Donc, il veut prendre le temps. En plus, comme vous dites, il est jeune, il a peut-être moins d'expérience que ses prédécesseurs. Donc, je pense qu'il faut lui donner ce temps nécessaire à l'appropriation globale. Il va reprendre le projet du président de la République de 2017. Ils vont travailler ensemble. C'est bien ce que je dis, rien ne va changer. Mais bien entendu, avec les priorités qui sont toujours les mêmes. Je n'ai pas le temps de les rappeler ici. Évidemment, il n'y aura pas de vote de confiance. Ceux qui, de façon hypocrite,
demande un vote de confiance, je suis d'accord avec M. Salmon là-dessus, c'est de l'hypocrisie absolue, puisque de toute façon, il ferait un discours qui ne serait pas adopté par l'Assemblée nationale, ça n'aurait véritablement aucun sens. Moi, je crois que vous êtes minoritaire. C'est l'art de la pédagogie. Il y a certaines choses qu'on a du mal à faire passer, à expliquer, et bien ce sera une nouvelle occasion d'expliquer. Il va le faire avec son style. Il est très différent d'Elisabeth Borne, de Jean Castex, d'Édouard Philippe. Donc, bien que ce soit le même programme, non seulement le style compte, mais son caractère, son talent propre, ses idées propres sont importantes et vont... Mais vous pensez qu'il va trouver des majorités d'idées, justement, avec d'autres partenaires, comme les LR ou d'autres? À part le sujet des retraites, nous avons voté plus de 40 textes, finalement. L'air de rien. D'inégale importance. Qu'un cas. D'inégale importance. Mais nous avons voté. Oui. Bon, y compris des textes avec la gauche, des textes on avec la droite. retient une vingtaine de 49.3. Mais Non, il faut préciser les choses. C'est sur le texte budgétaire. Le budget, il se décline en plein de textes différents. Mais le budget, c'est quand même combien on va donner à l'éducation, combien on va donner à la santé, combien on va donner aux policiers. Pédagogique, honnête de dire qu'on a voté 20 ou 25 textes au 49.3, puisqu'en réalité, c'est le budget qui se décline en plusieurs parties. Donc, à part les retraites, et le budget dont on sait à l'avance, parce que les oppositions le disent qu'elles ne le voteront pas, finalement, qu'à un cas, la France avance malgré tout. Bon, donc parfois, il faut découper les textes. Voilà, c'est ce qu'on a fait sur les énergies, par exemple. Les énergies renouvelables, ça a été voté avec la gauche. Le nucléaire, ça a été voté avec la droite. Donc vous pensez que Gabriel Attal va avoir l'intelligence d'arriver à faire une autre sauce, quoi. Exactement. Vous allez vous-même, je pense, les observateurs, et nous-mêmes, nous tous ici, on va essayer de décrypter à travers la façon dont il dit les choses, ses priorités, sa sensibilité, ses proximités avec tel ou tel. Et c'est pour ça que je suppose, même ceux qui disent que ça ne va rien changer, vont être très attentifs. Parce qu'il y a plein de choses à décrypter qui ne sont pas formelles, mais qui disent beaucoup de choses de ce que va être l'avenir. Mais Gabriel Attal, il est toujours de gauche ? Moi, je pense qu'on ne change pas au fond de soi-même. Simplement, comme je l'expliquais aujourd'hui, et pas seulement en France, le débat, ce n'est pas la droite et la gauche qui ont gouverné depuis 40 ans ce pays. C'est les populistes et les nationalistes, on va le voir aux élections européennes, justement, face aux autres. Il reste 4 minutes, donc je vais vous demander vraiment d'être très bref sur cette question. Il y aura d'autres débats qui seront organisés sur les européennes. Dites-moi, vous, au Rassemblement national, vous êtes donné en tête des sondages avec à peu près 28%. Vous en attendez quoi de ce scrutin du 9 juin ? Eh bien, rapidement, Aymeric Salmon. Rapidement, le président Macron a refusé de faire un référendum sur l'immigration. Nous l'avions demandé. Moi, je propose aux Français de se saisir de ce scrutin pour dire ce qu'ils pensent sur le sujet de l'immigration et d'aller voter le 9 juin pour la liste de Jordan Bardella, qui effectivement est donnée en tête. Alors, il faut se méfier des sondages 6 mois avant la date de l'élection, ça peut encore bouger, mais il faut se mobiliser. Je pense que ce sera le seul moment de ce quinquennat où il y a une élection nationale entre les deux présidentielles, et donc c'est le moment. Pas oublier les municipales en 2026, mais ce sont des élections locales. Florian Chauche, pour LFI, vous en attendez quoi ? Écoutez, nous, on a des députés européens qui font très bien le travail, contrairement à Jordan Bardella, qui, je crois, lors de son mandat, a déposé seulement 23 amendements. Donc on voit bien le travail qu'il y a consacré au Parlement européen. On s'est posé... Vous voulez qu'on regarde vos propres statistiques ? Parce que là, ça ne va pas être joli, je les avais notées justement. Je m'attendais à cette attaque. Vous voyez, vous avez 26% de votes dans l'hémicycle, de tous les votes, quand moi, par exemple, j'en ai 59%. Vous voyez, mais moi, je ne dis pas... Je ne sais pas d'où sortent vos statistiques. Donc, on va laisser parler M. Chauche. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas, mais cet argument... On va laisser parler M. Chauche. Apparemment, j'ai piqué au vif, où ça fait mal. Donc, effectivement, on a un président du Rassemblement national qui se voit déjà. Oui, mais vous et les filles, vous en attendez quoi ? Quel pourcentage ? Écoutez, nous, on est encore sur une élaboration, essayer de faire un regroupement large au niveau de la gauche et des écologistes. Le but, c'est d'essayer de continuer... La NUPES, on n'en parle plus. Non, c'est pas qu'on n'en parle plus. On essaye de la faire vivre, effectivement. On aimerait bien qu'on se rassemble pour être en tête et montrer aux Français que l'alternative, c'est pas le Rassemblement national, c'est pas le Rassemblement national qui vote contre le SMIC, c'est pas le Rassemblement national qui vote contre le repas à 1 euro pour les étudiants, c'est la NUPES ou le Rassemblement de la gauche qui sera fait lors de ces élections. Et autour de LFI, Annie Genevard, donc François-Xavier Bellamy a été désigné cette semaine comme étant votre tête de liste pour les Républicains. La dernière fois, il y a 4 ans et demi, il avait totalisé 8,5% des suffrages. C'était un score historiquement bas pour vous. S'il atteint 8,5%, cette année, on dit que ce sera une super performance. Écoutez, on verra bien. En tout cas, avec François-Xavier Bellamy,
On a un candidat formidablement talentueux et travailleur, avec une petite délégation, c'est vrai, de républicains à l'Europe. Il a réussi à se faire un nom, à faire adopter des amendements clés dans des domaines absolument stratégiques, comme celui de l'énergie. Et je veux lui rendre hommage pour le travail qu'il a conduit à la tête de la délégation. Et puis, je pense que jamais les élections européennes ne seront si essentielles avec les menaces... avec la guerre. La guerre. Je vais vous demander de conclure rapidement, Annie Genevard. Et donc, nous espérons d'abord une très forte participation, parce que ces élections européennes sont importantes, et se jouent non pas des sujets strictement nationaux, directement nationaux, mais aussi européens. Mais européens. Sur la question de la sécurité, il y a beaucoup de sujets qui se traitent au niveau de l'Europe et qui concerne chacun des Français. Donc, être bien conscient des enjeux de cette élection. Éric Alauzet, Renaissance est très mal parti, 10 points derrière Jordan Bardella du RN. Vous voyez ça comme un rendez-vous crucial Crucial. Là, vous venez d'avoir une illustration de la nature du débat entre la France insoumise et le Rassemblement national qui veulent nationaliser, privatiser au niveau national l'élection européenne. Voilà, il veut dire, Français, vengez-vous d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Non, on le laisse terminer, s'il vous plaît. Oui. Alors qu'on a des enjeux, comme Annie Genevard vient de l'indiquer. C'est pour ça, à dessein, je me tourne vers Annie Genevard, parce que vous avez le clivage sur ces questions-là, net entre les populistes, qui sont là tous les deux en face de moi, nationalistes qui veulent se replier, qui oublient complètement les enjeux internationaux, de la guerre, de la santé mondiale, de l'écologie et du climat. Ils oublient complètement. Ce sera le mot de la fin. Je suis obligée de vous interrompre, Éric Alauzet. Merci madame, merci messieurs pour votre participation. Merci de votre attention et puis je vous souhaite un bon dimanche après-midi à tous. Au revoir.